Bonsoir et bienvenue. Ce soir, dans Ça vous regarde, je remplace Myriam Ankawa pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'intelligence artificielle qui a conquis le monde par surprise. Et pas si vite, mademoiselle, c'est moi qui reste aux manettes de Ça vous regarde et j'espère pour longtemps. Mais vous l'aurez compris, on va parler d'IA ce soir. Mon avatar virtuel vient de vous l'expliquer, l'intelligence artificielle, cette révolution qui s'est imposée déjà dans notre quotidien. Emmanuel Macron lance ce lundi un sommet international de l'IA avec de nombreux chefs d'État et tout l'écosystème de la tech, Stargate, ChatGPT, DeepSeek. Sommes-nous capables de rivaliser avec les géants chinois et américains? La France, l'Europe peuvent-elles rattraper leur retard? Et puis quel équilibre entre innovation et régulation? C'est notre grand débat dans un instant sur ce plateau. Et puis on va se pencher dans la deuxième partie de cette émission sur un domaine bien particulier dans lequel l'IA va tout bouleverser, la santé. Les progrès de la médecine grâce aux algorithmes sont vertigineux, notamment dans la lutte contre le cancer. Le professeur Jean-Emmanuel Bibaud, chercheur à l'INSERM, nous dira pourquoi tout à l'heure. Enfin, ce sera la séance de rattrapage, comme tous les vendredis. Et quelle semaine à l'Assemblée nationale. Budget, non-censure, immigration. François Bayrou est au pied de l'Himalaya. Rendez-vous avec nos chroniqueurs à la fin de cette émission. Voilà pour le sommaire. Ça vous regarde spécial IA. Installez-vous. Ça commence tout de suite. Notre retard est-il rattrapable? C'est pour tordre le cou à cette idée que la France ne serait qu'un spectateur dans la course à l'IA qu'Emmanuel Macron lance ce lundi un sommet international sous la verrière du Grand Palais à Paris, jusqu'ici dominé par les Américains. La Chine a remis en cause cette hégémonie sur l'IA. On va y revenir dans le détail, si bien que l'Europe se prend à rêver qu'elle pourrait aussi tirer son épingle du jeu. Alors, est-ce que les petits peuvent encore monter dans le train? Bonsoir Sandro Gozzi. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes eurodéputé Renew, c'est le groupe macroniste qui siège au Parlement européen de Bruxelles. Bonsoir Caroline Chepineau. Bonsoir. Merci d'être là. Vous dirigez le Hub France IA. C'est une association qui accompagne les entreprises françaises dans l'adoption d'une IA éthique et responsable. Bonsoir Francis Morel. Bienvenue à vous. Vous êtes un ancien grand patron de presse, le mien notamment. Vous avez dirigé Le Parisien et Les Échos. Co-créateur du salon Vivatech, vous venez de publier L'humanité face à l'IA aux éditions Kalman-Levy. Enfin, bonsoir professeur Jean-Emmanuel Bibaud. Bonsoir. Et merci d'être notre grand témoin ce soir. Vous êtes médecin-chercheur en oncologie, chercheur en IA à l'INSERM. Et vous aussi, vous venez de publier un livre qui s'appelle Cancer Confidential. On va y revenir aux éditions Les Équateurs. Un débat qui s'ouvre par un état des lieux sur les acteurs du marché de l'IA. C'est dans le récap de Bruno Dodec qu'on accueille tout de suite. Et bonsoir mon cher Bruno. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Dans votre récap, ce soir, nous sommes tout petits. Des nains, Myriam. Je parle de notre taille dans le secteur hyper mondialisé de l'intelligence artificielle. Bien sûr, encore qu'un homme ne partage ni ce point de vue, ni cette échelle. Nous sommes, nous Français, des géants de la recherche informatique, algorithmique et automatique. Alors pour bien mesurer notre taille réelle, il faut sortir sa calculette et faire un petit pas de recul. Retour en 2018, au moment où Emmanuel Macron se réjouissait de l'ampleur de nos investissements. Au total, ce sera un effort dédié d'1,5 milliard d'euros, entraînant directement plus de 500 millions d'euros d'investissements privés supplémentaires qui sera mis en œuvre pour accompagner l'émergence de ce grand pôle mondial de l'intelligence artificielle. Voilà, en 2018, la France investissait donc 1,8 milliard d'euros. L'année dernière, ce chiffre est passé à 7,8 milliards. C'est beaucoup. Eh bien, pour répondre à cette question, le mieux, c'est encore d'écouter ce que disait Donald Trump au moment du lancement de Stargate, un rassemblement de puissants industriels américains de la tech. Ensemble, ces géants mondiaux de la technologie annoncent la création de Stargate,
Alors inscrivez ce nom dans vos livres, car vous en entendrez beaucoup parler à l'avenir. Une nouvelle entreprise américaine qui investira au moins 500 milliards de dollars dans l'IA. Voilà l'Amérique du costaud des biscottos Donald Trump. Je précise, Myriam, que les images que vous voyez actuellement derrière moi sont bien évidemment créées de toutes pièces par une intelligence artificielle. Trump, donc, qui s'est fraîchement allié au super champion Elon Musk, investit 500 milliards d'euros, tandis que la France d'Emmanuel Macron, elle, en engage un peu moins de 8. Vous êtes taquin ce soir. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la France, pour tenter de rattraper son retard ? Eh bien, elle organise un grand sommet, Myriam. Il commence ce lundi et on y attend le vice-président américain, le Premier ministre indien, la présidente de la Commission européenne ou encore le chancelier allemand. Y sont également attendus le grand patron d'OpenAI, celui de Google. Quant à Elon Musk, le vrai, on ne sait pas encore s'il effectuera le déplacement, mais la France et l'Europe ont également créé un grand nombre d'interdictions. Nous avons, en Europe, une des réglementations les plus ambitieuses en matière de sécurisation de l'espace numérique et en particulier du contenu. Voilà, figurez-vous que les entreprises qui ne respectent pas les règles s'exposent à des amendes dont le montant peut atteindre, tenez-vous bien, jusqu'à 35 millions d'euros. Résultat, notre pays et ses règles sont considérées comme extrêmement dissuasives et les investisseurs du secteur de l'IA ne s'y pressent pas. Enfin, un dernier chiffre, Myriam, tout secteur d'activité confondu, moins d'une entreprise française sur deux a investi dans l'intelligence artificielle en 2024 contre 72% en moyenne dans le reste du monde. Alors voilà, nous sommes des nains, mais nous, on a ça. Je suis une version IA du président français Emmanuel Macron. Vous pouvez me parler depuis le chat. Une trouvaille épatante à faire pâlir de jalousie DeepSeek, le tout nouveau concurrent chinois de ChatGPT. Merci beaucoup, Bruno Donnet. Avant de venir aux enjeux de ce sommet, je voudrais m'appuyer sur vos connaissances de l'IA, parce qu'elle est déjà dans nos vies, Francis Morel. Est-ce qu'on peut, en termes d'ampleur, comparer cette révolution technologique à l'imprimerie de Gutenberg, la machine à vapeur, l'électricité? Est-ce qu'on est dans ce gap technologique-là qui fait qu'on change de monde? Je crois que c'est exactement ça. Il faut comparer à Gutenberg. Gutenberg, c'est un changement de monde. Et là, avec l'IA, toute notre vie va être bouleversée. Exemple. Déjà là, dans nos vies? Non, c'est en train d'arriver. Mais dans le fonctionnement des entreprises, on va s'apercevoir très vite que beaucoup de choses vont changer et que les entreprises ont intérêt à monter dans le train de l'IA, car s'ils ne le font pas, ils prennent un retard qui sera très grave. On va y venir dans le détail. Caroline Chopineau, on est quoi? On est dans quelque chose qui change extrêmement vite et qui touche énormément de secteurs. Aujourd'hui, c'est vraiment sur tous les secteurs. Il y a des secteurs qui sont bien sûr très avancés déjà sur les sujets de l'IA. Il y a des secteurs sur lesquels c'est plus difficile parce que l'intelligence artificielle, à la base, ça nécessite d'avoir de la donnée. Et certains secteurs ne sont pas assez avancés sur ces sujets-là. Mais aujourd'hui, avec l'IA générative, il y a une vraie accélération. C'est-à-dire que les entreprises sont capables de s'approprier le sujet directement au niveau des métiers, ce qui change énormément la donne par rapport à ce qui se passait avant avec l'intelligence artificielle. On fait un peu de pédagogie, l'IA générative, c'est l'arrivée d'OpenAI, ChatGPT, avec ses robots conversationnels. Tout à fait. Et cette machine à créer du langage. C'est créer du langage, créer du contenu, c'est créer des vidéos. On a vu des images très rigolotes d'ailleurs. C'est vraiment être capable aujourd'hui, à partir d'un texte très simple, de générer du contenu qui se rapproche de ce que pourrait générer un humain. Et ça a été la vraie révolution et ce qui a fait que tout le monde a réussi à s'approprier l'IA. Il faut comprendre quand même que depuis des années, les entreprises essayent de déployer l'IA en interne, mais c'est des projets qui sont extrêmement coûteux. Là, on arrive à une transformation très rapide des métiers et aussi l'intelligence artificielle qui arrive chez tout le monde. Alors, plutôt que de se demander de savoir si je vais être remplacée ou pas, parce qu'il y a quand même comme des milliers de Français, on se pose la question, est-ce que je vais perdre mon job ou pas? On va essayer de savoir, Sandro Gozzi, si d'ici là, on a la capacité, nous, les Français, les Européens, à être dans la course ou pas. Quand on regarde le top 10 des entreprises de l'IA, on va les voir s'afficher à l'antenne, elles sont toutes américaines. Il y a beaucoup de gens dans le cloud, Amazon, Microsoft, Google, il y a évidemment OpenAI, il y a de ChatGPT, il y a Nvidia, on va en parler avec DeepSeek, il y a Gemini, Copilot, on voit tout ça.
C'est encore renforcé, on l'a vu avec Stargate, avec ce plan que soutient Donald Trump à 500 milliards d'euros en faveur de l'IA et du stockage des données. Et puis, et ça change tout, vous allez nous dire en quoi, il y a l'arrivée d'un homme qui s'appelle Liang Wenfeng, il a 40 ans, il est chinois, et il lance DeepSeek, le robot conversationnel chinois. C'est un choc. C'est un choc pour l'ensemble des acteurs, mais c'est un choc aussi pour les Européens. Est-ce que ça peut, parce que ça coûte pas cher, nous redonner espoir? Moi, je crois que oui. Moi, je crois qu'il démontre qu'on peut développer une approche durable, axée sur l'innovation, axée sur les talents, axée sur les chercheurs dont le Premier ministre parlait dans son intervention à l'Assemblée nationale. Et je crois que nous devons être positifs. Nous devons être positifs sur l'intelligence artificielle, c'est la plus grande opportunité de l'humanité dans notre époque. Mais il faut donner confiance. Il y a 75% des Français, ils se méfient, ils ont peur de l'intelligence artificielle. Et les restes de l'Europe, c'est un peu la même réaction. Donc il faut tout d'abord développer un cadre qui redonne confiance aux citoyens. C'est d'abord les règles et après l'innovation dans ce sens-là, vraiment? Les deux. Mais les deux, c'est qu'il y a un modèle américain où tout est permis et un modèle chinois où tout est contrôlé. Alors, on va y venir dans le détail, donc, à la régulation. Notre choix, c'est de trouver un équilibre et maintenant de rattraper les retards sur l'innovation et les investissements. DeepSeek nous montre qu'on n'a pas besoin des giga-investissements à l'américaine, mais qu'avec quelques milliards, on peut avancer dans l'innovation. Alors, Francis Morel, il faut expliquer à ceux qui nous regardent pourquoi c'est au fond une révolution dans la révolution DeepSeek. Parce qu'ils utilisent des puces qui ne sont pas les puces américaines. De toute façon, ils n'ont pas le droit, de NVIDIA. C'est ça? Et donc, en fait, c'est des vieilles puces pas chères. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça change l'IA, on peut le faire pas cher? On ne sait pas très bien les puces qu'ils utilisent. Ils ont dit que c'était des puces anciennes, etc. En fait, pour beaucoup, non. Ils ont réussi à se procurer des puces NVIDIA, peut-être pas NVIDIA, mais du même genre, et ils surfent là-dessus. Ce qui est le plus important. 10 millions de dollars. On ne peut pas les croire, les Chinois, c'est rien du tout, le coup. Ce que j'allais dire, c'est que même si ce n'est pas 10 millions de dollars, que c'est 50 ou 100 millions, ça n'a rien à voir aux dizaines de milliards de dollars dont parlent les Américains. Et c'est ça qui est intéressant, et qui, pour nous, à mon avis, est une opportunité. C'est de voir que, c'est vrai que quand on compare les chiffres, nous, on annonce 1,8 milliard, maintenant 7 milliards, pendant que les Américains annoncent 500 milliards, on se dit, on n'a aucune chance. En fait, avec l'exemple DeepSeek, on voit qu'il y a probablement la possibilité de développement à des coûts plus raisonnables et que ce qui est très important, d'abord, à mon avis, c'est l'innovation. Voilà, ce qui est bluffant, c'est qu'il marche très bien, ce robot. Oui. Tout le monde s'est rué dessus. Et la bourse, et notamment NVIDIA, c'est-à-dire le fabricant américain de ces puces, a chuté. Ils ont perdu 600 milliards en une journée. Ça veut dire quoi, concrètement? Est-ce que c'est un tremblement de terre sur le marché de l'IA, cette arrivée de ce robot conversationnel chinois? Je pense que ça rebat un peu les cartes, effectivement, de ce qui se passait jusqu'à présent, parce qu'on s'est dit, il faut mettre beaucoup d'argent sur la puissance de calcul, avoir des grandes infrastructures pour permettre de développer des modèles, des grands modèles de langage comme le fait OpenAI. On a vu Mistral qui est arrivé, qui a essayé aussi de développer de la concurrence. Alors Mistral, c'est Cocorico, c'est français. Cocorico, c'est français. Arthur Mensch, c'est un robot conversationnel, il y a un chat aussi. Alors, derrière, il y a un grand modèle de langue et ils ont aussi le chat, ça s'appelle le chat de Mistral, qui fait l'équivalent de ChatGPT, que moi j'utilise bien plus que ChatGPT, et qui fonctionne très très bien, surtout que c'est français, donc c'est très adapté pour tout ce qui est langage, la langue française. Et l'arrivée de DeepSeek, ça remue l'écosystème, mais dans le bon sens, comme on l'a dit. Ça redonne sa chance à tout le monde. Ça redonne la chance à tout le monde. Même aux moins riches comme les Européens. Tout à fait. Et là, c'est le moment où la France et l'Europe peuvent se poser et trouver l'alternative entre, on va dire, de l'IA peut-être très low cost avec des vieilles puces et de l'IA où on a mis des milliards. On n'a pas beaucoup de milliards en France. Je pense qu'on a tout intérêt à essayer d'optimiser, d'aller sur des technologies qui sont plus frugales, moins coûteuses, mais qui font vraiment la différence. Jean-Emmanuel Bibaud, vous qui travaillez avec l'IA, vous faites de la recherche, le monde universitaire, les entreprises, tout dépend beaucoup de la capacité de financement. Comment vous recevez cette nouvelle chinoise? Je rappelle quand même que quand on lui demande ce qui s'est passé place Tiananmen, DeepSeek dit « je ne sais pas, je ne suis pas habilité ». Pas la culture. Par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau de la bourse et des valeurs, on va dire, financières des entreprises de l'IA, après l'annonce de DeepSeek, c'est vrai qu'il y a eu un crash. Beaucoup de gens ont dit que c'était la fin de la bulle de l'IA.
En fait, en réalité, c'est le début de la bulle de l'IA. C'est-à-dire ça va encore plus exploser dans le sens où c'est vrai qu'on a l'argument qui consiste à penser que maintenant qu'on sait qu'on peut faire des IA performantes avec moins de moyens, et tout le monde va en faire des très performantes. L'autre versant, on va dire, de la médaille, c'est que la réalité, c'est que les gens qui ont beaucoup de moyens, donc parmi lesquels les Américains, vont réutiliser les méthodes qui ont été publiées pour avoir fait DeepSeek. On sait qu'ils ont utilisé certaines méthodes d'optimisation, on va dire, et vont faire des IA encore meilleures que ce que les pauvres, entre guillemets, peuvent faire. Alors, expliquez-nous, parce que la particularité de DeepSeek, c'est que c'est en open source. Ouais, donc, ça veut dire quoi concrètement, ça, l'open source? On partage quoi? C'est un des modèles les plus ouverts, dans le sens où ils ont publié, au moment où ils ont sorti le modèle, la façon dont ils l'avaient fait, de façon très détaillée. Ils ont publié les poids, c'est-à-dire vraiment le modèle pur, qu'on peut télécharger et on peut réutiliser soi-même, et on peut même le modifier pour faire ce qu'on veut faire, ce dont on a envie. Et donc, en faisant ça, en fait, ils ont un petit peu cassé le marché, c'est-à-dire qu'ils ont cassé Google Gemini, ils ont cassé OpenAI, ils ont cassé dans une moindre mesure Meta et Llama, mais ils ont cherché à casser en sortant quelque chose de quasi gratuit et puis de très bon. Mais la réalité, c'est que tout le monde va les copier dans les modèles qui seront fermés aussi et qui vont avoir beaucoup de moyens. Donc il y a un retour de bâton possible. Alors, la France, maintenant, elle a beaucoup de talent. Vous en êtes un, professeur en informatique, en mathématiques, en médecine. On a parlé de Mistral, notamment. Il y a des licornes en France, pas beaucoup, mais il y en a. Ça veut dire qu'il y a des sociétés d'IA qui dépassent le milliard de chiffre d'affaires et qui peuvent lever des fonds au-delà. Le problème, c'est que bien souvent, elles n'arrivent pas à garder ses cerveaux. Clément Perrault s'est promené dans les allées des colloques à Paris-Saclay qui se tiennent depuis hier, avant le sommet de lundi. Paroles d'entrepreneurs de la tech. Regardez. Non, la France et l'Europe ne sont pas larguées dans la course à l'intelligence artificielle. C'est le message envoyé par la ministre Clara Chapaz dans les couloirs de l'Institut Polytechnique. L'Europe et la France sont dans la course de l'IA. Toutes les personnes à qui j'ai parlé ici m'ont dit les talents français, l'avancée en mathématiques, en sciences informatiques, qui est absolument critique pour cette technologie, est un atout fondamental et qui est un atout historique de la France. Faire monter les talents est une chose, les garder en France en est une autre. Et c'est là souvent que le bas blesse. Yann Lequin est l'un des plus grands cerveaux français en matière d'IA. Aujourd'hui, chez l'américain Meta, il nous donne des éléments d'explication. Ce qui manque par rapport aux États-Unis, c'est l'accès aux capitaux, à l'investissement. C'est la première chose qui manque, qui est beaucoup plus facile aux États-Unis parce qu'il y a une énorme disponibilité d'argent dû aux fonds de pension. Deuxième chose, les États-Unis, ainsi que la Suisse en Europe, peuvent attirer les meilleurs talents du monde parce qu'ils ont un système de recherche universitaire, public ou privé, qui paye bien les profs et les chercheurs, qui leur donne les moyens de faire de la recherche. Si l'Europe, et en particulier la France, est reconnue pour sa capacité à former des cerveaux et faire éclore quelques startups performantes, l'écosystème économique apparaît en retard aux yeux des spécialistes du secteur. L'Europe n'a pas réussi à faire apparaître une industrie majeure dans l'Internet. On n'a pas de très grands acteurs. Enfin, on n'a pas un acteur de la taille de Google ou de la taille de Meta ou de Microsoft. Le problème n'est pas en fait un problème de compétences. Il y a surtout un problème de modèle économique. C'est comment on finance ça et quel est qu'est-ce qui peut être financé par l'État, qu'est-ce qui peut être financé par des acteurs privés. À Polytechnique, la ministre l'a promis, le gouvernement annoncera la semaine prochaine de nouveaux investissements dans l'intelligence artificielle. Alors Jean-Emmanuel Bibaud, avant de me tourner vers le député européen que vous êtes, Sandro Gozzi, vous aussi, vous voulez trouver ces problèmes de capacité de financement. Au fond, on les a, les talents, et même en France particulièrement, mais bien souvent, ils sont moins bien payés, donc ils partent et ils n'arrivent pas à trouver les moyens pour travailler. Alors moi, j'ai la chance d'avoir connu les deux côtés de l'Atlantique. Racontez-nous. J'étais chercheur à Stanford il y a maintenant 5 ans déjà, donc je connais un petit peu aussi l'autre côté. La façon dont je vois les choses, en fait, c'est que la différence fondamentale, ça a été dit, c'est qu'il y a une grande différence en termes de financement, mais pas de financement public, de financement privé. Et c'est ça qui les fonds de pension, notamment. Voilà. Ce qu'on appelle aux États-Unis surtout les VC. Qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent investir sur des entreprises innovantes. Venture capital, voilà, c'est ça? Exactement. Et donc ça, en France, on en a aussi, bien sûr, mais avec des montants moins importants et une culture du VC qui est beaucoup moins développée. Du risque aussi, c'est ça? Du risque, exactement. On n'a pas beaucoup de culture du risque en France. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a quand même accès, en tout cas en tant que chercheur, à vraiment beaucoup de financement en termes de bourses, notamment européennes,
de la Commission européenne, vous pouvez candidater. Et il y a beaucoup d'argent qui permettent de faire des choses intéressantes. Et la dernière chose, c'est que tous ces financements publics, très souvent, financent effectivement l'innovation. Mais le problème de l'Europe et de la France, c'est de faire passer cette innovation dans nos véritables usages quotidiens et, entre guillemets, de créer un business avec ça. Et là, clairement, il y a une énorme différence entre la France, l'Europe et les États-Unis, où les entreprises ont beaucoup moins de difficultés, une fois qu'elles ont créé l'innovation, qu'elles ont eu leur premier financement, à l'appliquer et à grossir beaucoup à partir de là. Sandro Gaudy, il y a plein de questions dans ce témoignage. Les capacités de financement privé n'existent pas ou presque pas, enfin, par rapport aux États-Unis en Europe. Et puis le passage aux pratiques. On a les innovations, les chercheurs, mais on n'a pas le business. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça, c'est la grande question du marché des capitaux européens. C'est une priorité depuis des années. Maintenant, il faut l'accélérer. 80% de l'épargne et des investissements européens dans l'innovation vont à la bourse de New York. Ils vont à la bourse de New York parce qu'il n'y a pas un marché des capitaux assez efficace et assez intégré en Europe qui permette de lever des fonds et de donner confiance. C'est une question de culture ? Non, c'est une question de question des règles et des myopies. Les Européens pensent que chacun peut faire des affaires de son côté. On a un marché unique, on a une monnaie unique, il nous faut un marché européen des capitaux. Il faut qu'il soit efficace, il faut qu'il donne des opportunités aux investisseurs et il faut qu'il donne des opportunités à l'épargne. Et c'est ça la grande question. Pour moi, on a critiqué énormément l'Europe sur la question des règles. On va y venir. Voilà. Sur l'acte, sur l'IA Act. Oui, mais moi je l'ai dit aussi à mon ami Mario Draghi. Je dis, chez Mario, mais les règles sur l'IA ne sont pas encore en vigueur. Alors attendez, puisque vous y êtes, on va y aller. Comment peuvent-elles être la cause du retard européen ? Donc, il est clair que nous avons fait des choix. Alors, Mario Draghi, qui dit très clairement dans son dernier rapport, il faut arrêter de penser uniquement aux règles, il faut innover, investir massivement. Il faut des règles, il faut de l'innovation. Mais moi, je n'ai pas envie d'avoir la surveillance des masses comme on fait en Chine. Je n'ai pas envie que mes données personnelles soient utilisées par tout le monde sans mon consentement. On va y venir. Je n'ai pas envie que les droits d'auteur soient cannibalisés par l'IA. C'est ça qu'on veut régler en Europe. Il y a toute une série de règles qui ont été mises en œuvre avec, on l'a vu, des sanctions financières derrière. On y vient. Francis Morel, il y a des investisseurs qui arrivent. C'est annoncé depuis hier. Ce sont les Émirats arabes unis, entre 50 et 100 milliards pour faire des investissements dans l'IA. Je crois que c'est encore un data center. Ça suffit pas. Est-ce qu'on n'a pas les moyens de trouver des financements européens, privés européens ? Pourquoi aller les chercher dans les pétromonarchies ? Moi, je suis effectivement assez triste. Je suis très content qu'arrivent 100 milliards, mais je pense que ce qui est dommage, c'est que l'Europe n'arrive pas à se mettre d'accord pour, ensemble, créer quelque chose, avoir une action commune. À terme, je suis persuadé qu'il faudra qu'il y ait une réglementation mondiale sur l'IA. Mais à ce moment-là, il ne faut pas laisser les États-Unis et la Chine face à face. Il faut que l'Europe existe. Et si l'argent arrive par X ou Y, je veux bien, mais pourquoi l'Europe n'est-elle pas capable de parler d'une seule voix ? Le problème, c'est qu'on a 27 États et chacun est persuadé qu'il est capable de le faire tout seul. Alors, pour exister, il faut une approche commune, et on l'a maintenant avec la réglementation, il faut y avoir une puissance d'investissement. Nous devons nous doter de la puissance d'investissement. Mais vous disiez justement qu'il faut développer un modèle global de gouvernance de l'IA. L'ONU a commencé à y travailler, le sommet de Paris va s'y pencher. Mais pour être compétitif dans le développement d'un modèle, il faut avoir son propre modèle. Nous sommes les premiers au monde à avoir un modèle humaniste, durable, qui peut être aussi la base pour travailler au niveau multilatéral. Donc je crois que de ce point de vue, on a fait des avancées. C'est du point de vue des investissements privés et du marché privé qu'on doit avancer. La question au fond, c'est est-ce qu'on n'a pas trop insisté en Europe sur les limites éthiques qui sont fondamentales, hein ? Il faut un cadre. Mais comme on l'a pris tout seul, ce cadre, on va venir à tout ce qui a été déjà adopté dans le détail, eh bien on n'a pas forcément accompagné l'autre jambe, l'innovation. Qu'est-ce que vous en pensez ? On sait pas trop innover, alors les règles, on sait les faire. Voilà ce qu'on entend dans le discours européen. Oui, mais je pense que c'est un message un peu réducteur. On voit bien, nous, au niveau de l'écosystème français et européen, ça a quand même été accueilli globalement de façon assez favorable. Moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec de l'IA. Ces règles, elles sont là pour faire de l'IA en confiance. Éthique, c'est un bien grand mot. C'est une IA de confiance pour que les utilisateurs puissent avoir confiance dans les systèmes d'IA qui sont mis en place. Et ça ne considère et ne concerne que des systèmes d'IA qui sont considérés à haut risque. Ce n'est pas le chatbot sur son smartphone qui est impacté par le règlement européen. La marge de manœuvre en innovation, il y en a beaucoup. Alors on y va. Je vous propose de vous interrompre et je vous donne la parole un instant, puisque cette intelligence artificielle Act, on a pris les
principales interdictions, sans rentrer dans trop le détail, voilà. Interdiction par la Commission européenne de la reconnaissance faciale, de l'évaluation du risque criminel sur la base de données biométriques, de l'identification des émotions sur le lieu de travail, de l'exploitation des vulnérabilités, par exemple liées à l'âge ou au handicap, et de la recherche des opinions politiques ou de l'orientation sexuelle. Ça, c'est fondamental. Il faut absolument que ça existe. Tout à fait. Alors, reconnaissance faciale, c'est un peu réducteur, c'est sur le domaine public. Enfin, ça reste quand même des cas où on n'a pas du tout envie en France et en Europe de voir de tels systèmes d'IA être déployés pour le bien-être du citoyen, pour son bien-être, son intégrité humaine. Donc ça, c'est des choses qui sont primordiales aujourd'hui. Donc il y a des systèmes d'IA qui sont interdits, ça c'est déjà rentré en vigueur. On commence aussi à avoir les réglementations qui arrivent sur les systèmes à haut risque. Exemple, système d'IA interdit ? Interdit, c'est le scoring social, par exemple, qui existe en Chine, c'est interdit en Europe. C'est quoi le scoring social ? C'est de calculer un score de réussite d'une personne. On ne peut pas faire ça en Europe et c'est normal. Ce n'est pas une IA qui va décider si on peut réussir dans la vie. Donc il y a quand même des choses qui fondamentalement ne respectent pas nos convictions européennes. Et quand on a aujourd'hui ce règlement européen qui vient cadrer tout ça, on se dit on va pouvoir innover avec un cadre, avec toute une marge de manœuvre quand même sur tous les systèmes qui ne sont pas à haut risque. Et vous avez aussi en parallèle la Commission européenne, il ne faut pas l'oublier, et monsieur en a parlé, qui a mis en place beaucoup d'investissements pour faciliter l'innovation. On a des grands plans de financement sur des grandes marketplaces de l'IA, des financements sur des supercalculateurs. Il y a des AI Factory qui ont commencé à émerger dans différents pays. Donc vous voyez le verre à moitié plein, Je vois clairement. Plutôt le verre assez rempli. Bien sûr, il n'y en a pas assez. Il faudrait plus de financement. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Maintenant, il y a un enjeu à faire ça, cette IA, de façon raisonnée et raisonnable dans le respect de la réglementation. La question, c'est comment exister face à deux mastodontes qui ne s'embarrassent pas des règles, puisqu'on voit évidemment en Chine, mais maintenant, Joe Biden, lui, voulait les limites éthiques à l'IA. Et Trump, il est en train de tout bazarder. Oui. Notre ministre des Affaires européennes, français Sandro Gozzi, Benjamin Haddad, il dit « Oui, nos règles européennes doivent être respectées par les plateformes, utilisons nos outils, mais soyons aussi francs, la condition de la souveraineté technologique, c'est l'innovation, pas la régulation. » Vous êtes d'accord, Francis Morel ? Je pense que les deux sont très liés. Si on fait une régulation et qu'il n'y a pas d'innovation derrière, ça ne sert à rien. Et très souvent, ce qu'on reproche à l'Europe, c'est d'avoir d'abord régulé avant de favoriser l'innovation. Donc c'est absolument indispensable de favoriser le développement des innovations. Ça, c'est essentiel pour l'avenir. Mais en ce qui concerne un règlement international, de toutes les façons, ça va prendre beaucoup de temps. Si je prends, j'ai toujours un exemple que je prends, c'est l'AIEA, c'est-à-dire l'Agence internationale pour l'énergie atomique. On a commencé à en parler en 1945, à un moment où l'opposition entre le bloc communiste et le bloc capitaliste, je dirais, était extrêmement forte. Néanmoins, ils ont accepté de s'asseoir au bout d'une table. Il a fallu 13 ans pour aboutir. Donc nous, ça ne va pas se faire à l'issue du forum qui est là. Il faut c'est lancer, poser des pierres, et puis imaginer que dans 10-12 ans, on arrivera à ça, parce que forcément, il faut arriver à ça. Et dans 10-12 ans, Trump ne sera plus là, et on aura peut-être un interlocuteur plus raisonnable. Alors, pour terminer ce débat, Sandro Gozzi, je voudrais vous ramener au rapport Draghi. On a parlé des investissements privés, de la culture, du business, pour s'emparer des innovations, des chercheurs. Il y a aux États-Unis ce qu'on appelle la DARPA. Vous voyez, vous pouvez expliquer ce que c'est ? Parce que dans le rapport Draghi, il dit faisons une DARPA européenne. C'est une agence qui est chargée d'investir dans l'innovation et dans l'innovation qui peut être utilisée dans l'économie et dans le militaire aussi. Donc, il faut... Dans la défense. Il propose quelque chose de ce genre. Moi, je crois que Mario Draghi a parfaitement raison quand il insiste sur la nécessité d'appliquer de façon très simple et favorable à l'innovation les règles que nous avons et avoir le courage de dire qu'il n'y a pas assez de ressources en Europe, donc les dégager à travers les marchés des capitaux, mais aussi à travers des eurobonds, à travers des obligations du... Parce que la vérité, c'est que même tous les géants de la tech américains, il y a de l'argent public au départ. Bien sûr. Énormément. Absolument. Mais écoutez, on le disait, on est face à une révolution, une époque, on rentre dans une nouvelle époque. Et pendant une crise comme la Covid, on a répondu avec des eurobonds. On allait sur les marchés en utilisant la crédibilité du budget européen pour aller chercher l'argent nécessaire pour nous défendre, pour répondre au Covid dans les marchés. On doit faire la même chose pour répondre au défi de l'innovation. Parce que c'est un moment historique extraordinaire. Il nous faut des moyens
extraordinaire. Jean-Emmanuel Bibaud, à condition de se mettre d'accord pour emprunter en commun. C'est pas encore évident. Ben, on verra après les élections allemandes. On va travailler avec le nouveau gouvernement allemand. C'est sans doute une des capitales qui est clé pour cette approche. En février, qui arrive là, mi-février. Jean-Emmanuel Bibaud, en matière de médecine, cet IA Act, ça freine la recherche ou pas? Pour l'instant, il n'est pas encore en vigueur, mais il y a un autre règlement qui freine la recherche, c'est le RGPD sur les données. Vous savez, on a dit que les données Acceptez-vous les cookies ou pas? Concrètement, dans la vie de tous les jours, c'est ça. Mais pour des projets de recherche en médecine, par exemple, ça complique beaucoup les choses. Concrètement, ça veut dire qu'on a accès à des données, qu'elles soient très simples ou alors très compliquées, mais même lorsqu'elles sont très simples, entre 9 mois et 1 an après en avoir fait la demande. Pour bien comprendre, on parle des données de santé. Anonymisées, bien sûr. Totalement. Et nous, avec ce système de réglementation sur les données personnelles, on n'a pas accès. On va voir si ça va bouger, contrairement aux Américains. Les Américains, ils ont quand même un règlement qui s'appelle le HIPAA, qui n'est pas non plus totalement délirant, qui est un petit peu, qui a un certain cadre, mais qui est clairement plus rapide. Quand j'étais à Stanford, on avait des données sur 80 000 patients en 2 semaines. Donc là, si je fais des demandes, j'ai des demandes en cours, c'est 6 mois, dans le meilleur des cas, 9 mois, 12 mois. Bon, la route est longue. Quel est le mot de la fin pour nous donner des raisons d'être optimiste dans cette course très, très concurrentielle de l'IA? Je vais me permettre de citer une chose qu'on a mis dans le livre. Allez-y. Sur l'épilogue, on a mis une phrase de Pablo Neruda qui est « Le printemps est inexorable ». Eh bien, vive le printemps. On s'arrête là. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu et revenez parce qu'on a besoin vraiment de pédagogie sur l'intelligence artificielle. Je vais vous garder avec moi si vous le voulez bien. Jean-Emmanuel Bibaud va se pencher à présent sur vos travaux de recherche de façon beaucoup plus concrète. En quoi l'intelligence artificielle est en train de bouleverser complètement le secteur de la santé. Regardez l'invitation d'Hélène Bonduel. Interview juste après. Si on vous invite, Jean-Emmanuel Bibaud, c'est pour comprendre comment l'intelligence artificielle bouleverse la médecine. Un thème que vous abordez dans vos 2 ouvrages, Cancer confidentiel et 2041, l'Odyssée de la médecine. Jean-Emmanuel Bibaud, vous êtes professeur en oncologie radiothérapie et chercheur spécialisé en intelligence artificielle, l'IA, au service des parcours médicaux. Vous venez d'ailleurs de lancer un programme pour automatiser les consultations de patients en traitement contre le cancer. On savait en fait que ces consultations-là ne sont pas toujours super bien faites. On passe parfois à côté de symptômes, à peu près 20% dans les études qui sont publiées, et que ça, c'est pas sans conséquence, puisque les patients qui sont sous-estimés au niveau de leurs symptômes, ils ont des survies globales ou des taux de guérison de leur cancer inférieurs de jusqu'à 30%. Avec votre confrère américain David Wu, vous avez donc lancé ce programme GED. C'est le patient qui, en amont de la consultation, va décrire ses symptômes et l'IA génère un résumé aux soignants qui sont ainsi mieux préparés. Suite à la consultation, l'intelligence artificielle va aider le médecin quant à la décision des traitements ou examens à réaliser. Votre programme est actuellement en essai clinique avec l'Institut national du cancer de Rio. Et s'il est validé, il pourrait s'appliquer à toute forme de maladie chronique. Jean-Emmanuel Bibaud, vous êtes donc aux premières loges de cette IA qui révolutionne la médecine, suscitant à la fois espoir et inquiétude. Alors, pour se figurer très précisément les choses, aujourd'hui, l'IA en médecine, elle permet quoi? Elle permet la prévention, elle permet le diagnostic et elle permet le soin, le traitement. C'est toute la chaîne qu'elle permet aujourd'hui? Oui, en tout cas, par exemple, en cancérologie, c'est ma spécialité, c'est vrai qu'elle permet de traiter chacune des étapes du parcours de soins du patient. Il faut savoir, par exemple, pour automatiser le traitement en oncologie et radiothérapie, l'IA est déjà utilisée dans 50% des hôpitaux en France. Donc c'est vraiment du quotidien, donc on ne le sait pas forcément, mais l'IA est déjà partout. Alors ce qui existe déjà dans la lutte contre le cancer, c'est quoi précisément? Pour les scanners, il y a un deuxième avis de l'IA, c'est ça? L'exemple le plus emblématique et à mon avis qui va vraiment changer les choses là très très rapidement, c'est pour l'interprétation des mammographies pour le dépistage du cancer du sein. Vous savez qu'actuellement le dépistage du cancer du sein, donc on n'est pas très bon en France, il y a 50% seulement des personnes qui devraient le faire qui le font, et ça consiste à faire une mammographie et ensuite une double lecture par 2 humains, 2 médecins radiologues humains. Et donc il y a une étude qui est parue, qui a été réalisée en Suède sur 80 000 personnes, patientes, donc une très grande étude, qui a comparé les performances de
2 humains versus un humain plus une IA, et qui montre que l'humain et l'IA fait aussi bien que les 2 humains, mais en 2 fois moins de temps. Alors, globalement. qui fait le premier avis? C'est l'humain ou c'est l'IA? Qui valide? L'humain ou l'IA? À la fin, c'est l'humain. Ouf. Et pour l'instant, c'est un peu le principe de ce qu'on appelle la garantie humaine, c'est-à-dire que lorsque l'humain en fait, se sert de l'IA comme un assistant, c'est toujours lui qui a le dernier mot. Alors ça pose aussi des problèmes parce qu'on a des études qui sont en train d'arriver là depuis à peu près une dizaine de jours qui montrent que lorsque un humain se sert d'une IA, eh bien, il a des performances meilleures que quand il ne s'en sert pas. Par contre, quand l'IA toute seule résout un problème médical, elle est meilleure que l'humain avec l'IA. Donc ça pose pas mal de questions en termes d'usage à venir. Pour bien comprendre sur une mammographie, toutes les femmes qui nous écoutent à partir d'un certain âge savent de quoi on parle, c'est parce qu'elle a des données de mammographie par dizaines de millions qu'elle peut cibler la possibilité de reconnaître une tumeur ou pas mieux que l'humain. En fait, quand on parle d'intelligence artificielle, il faut comprendre que c'est un algorithme. Dans ce cas-là, c'est un algorithme qui analyse de l'image. Les premiers algorithmes dits d'apprentissage profond, ça veut dire en anglais le deep learning, ils ont été faits pour reconnaître des objets naturels sur des images, donc des chats, des chiens, des voitures, quoi que ce soit. Et en fait, on les a réutilisés quasiment de la même manière, mais en changeant leurs données d'entraînement. C'est-à-dire qu'on leur a donné, dans ce cas-là, par exemple, des millions de mammographies qui étaient labellisées. Ça veut dire qu'on disait à la machine, cette mammographie n'est pas normale, cette mammographie-là a une suspicion de cancer. Et donc, la machine a appris par elle-même à les reconnaître. C'est parfaitement clair. Pour cibler également la tumeur, expliquez-nous, il y a des robots d'IA. Qu'est-ce qui se passe en matière de cancer? Alors, typiquement pour la radiothérapie, par exemple, on utilise déjà énormément l'IA. La radiothérapie, c'est une des disciplines où on utilise le plus l'IA avec la radiologie. La radiothérapie, donc on envoie des rayons X en général sur les tumeurs pour les détruire. Et donc on a à disposition de l'IA pour préparer les traitements, c'est-à-dire faire tous les calculs qui vont dire à la machine où elle doit envoyer les rayons. Et ensuite, la machine elle-même est une sorte de robot qui va effectivement envoyer les rayons au bon endroit et au bon moment. Mais donc, il y a déjà beaucoup d'IA. Qu'est-ce que fait l'IA à ce moment-là? C'est qu'il cible et s'il se trompe, qu'est-ce qui se passe? Première chose, c'est toujours fait après des contrôles qualité extrêmement rigoureux. C'est comme si on faisait une sorte de grande répétition avant de vraiment s'en servir. On vérifie que tout fonctionne bien. Et ensuite, la séance elle-même, par exemple, est toujours faite sous la supervision d'un humain. Il n'y a pas la machine toute seule avec le patient. Et un exemple de ce que la machine peut faire, c'est pour une tumeur qui est mobile avec la respiration dans les poumons, la machine, grâce à l'IA, peut automatiquement changer son orientation de faisceau en suivant, grâce à l'IA, donc le cancer. Mais c'est toujours... Et la machine a une capacité de ciblage extrêmement rapide, 60 fois plus rapide que l'humain. Oui, inférieur au millimètre en termes de précision, oui. Alors ça fait peur en même temps, parce qu'on se dit à la fois c'est absolument vertigineux de progrès, et en même temps, effectivement, est-ce que la machine va jusqu'à traiter, une fois qu'elle a fait son diagnostic, qu'elle a repéré, est-ce qu'elle peut, par exemple, à partir des vidéos, elle-même mener une opération chirurgicale? Alors, pas encore, mais il y a des études qui sont déjà relativement anciennes, qui datent de 2017-2018, alors à l'échelle de l'IA, c'est un peu la préhistoire déjà, mais globalement qui ont montré, elles ont été faites à Stanford, qu'on pouvait apprendre à une machine à identifier les instruments chirurgicaux lorsqu'on est en train de faire une opération sur de la vidéo. Donc on a ça, entre guillemets, le cerveau d'une part, on a déjà les robots chirurgicaux qui sont pour l'instant pilotés par des chirurgiens humains, mais on peut imaginer que si on combine les deux, c'est-à-dire le cerveau artificiel et le robot qu'on a déjà, on pourrait faire certaines opérations chirurgicales de façon autonome. Je ne pense pas tout de suite, peut-être dans 5 à 10 ans. De façon autonome? Oui. Avec 100% de fiabilité? Ça, on va le voir. Il y a toujours un risque. Le vrai problème, c'est quand on aura le choix, entre guillemets, pour certaines opérations, je ne dis pas toutes, entre un chirurgien humain et une machine. Par exemple, imaginons une machine qui serait potentiellement plus efficace qu'un chirurgien humain. Est-ce qu'on voudra quand même un chirurgien humain ou est-ce qu'on prendra la machine? En dermatologie, vous nous dites que demain, on aura des applications qui nous permettront de savoir si un grain de beauté est suspect ou non. Alors, on a déjà des algorithmes qui sont extrêmement puissants, qui ont été comparés d'ailleurs à des vrais dermatologues, notamment pour les mélanomes. Et là, c'est intéressant de parler de ça parce qu'il y a une notion de biais qui est vraiment importante. Ces algorithmes-là, ils ont été faits une fois de plus à Stanford, mais sur des données avec des peaux uniquement blanches. Et donc, ces algorithmes-là sont très mauvais pour identifier des lésions cutanées sur des peaux noires. Oui. Et donc là, on touche à quelque chose qui est vraiment important, c'est le biais qu'on peut introduire dans les IA qu'on utilise. Oui, attention à la discrimination médicale en fonction des couleurs de peau. La médecine prédictive, rentrons dans le cœur du sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, on peut savoir quelle est la probabilité qu'un homme ou une femme ait, à partir d'un certain âge,
un cancer et à partir de ses données de santé, de ceux de ses parents, de ses grands-parents, de sa généalogie. Est-ce qu'il y a des endroits sur la Terre où c'est fait ? Alors, il y a déjà énormément de publications sur ce type de modèle-là, sur un grand nombre de patients. Moi, j'ai travaillé sur ce genre de modèle-là pour le cancer de la prostate ou pour les cancers colorectaux, donc à Stanford. C'est ceux-là qui sont utilisés dans le reportage qu'on vient de vous montrer. Pour l'instant, ces modèles-là ne sont pas encore considérés comme suffisamment robustes. C'est-à-dire qu'on ne considère pas qu'ils ont suffisamment fait leurs preuves pour être utilisés en routine clinique. Ceci dit, il y a des régions, et je pense notamment à la Silicon Valley aux États-Unis, où certaines personnes, en général très riches, ont accès à ce genre d'algorithme-là et s'en servent. Mais une fois de plus, le message, c'est que c'est probablement pas tout à fait prêt à être utilisé dans la routine et on va dire que le degré d'efficacité n'est pas encore tout à fait exact. Mais un jour, vous pensez qu'on pourra dire à une personne, vous avez, je ne sais pas, tant de pourcentage de chances d'avoir un cancer à partir de tel âge en fonction de votre patrimoine génétique et ceux de vos ancêtres? Alors pour la génétique, c'est déjà le cas, puisque certaines mutations sont tellement à risque de cancer qu'on les connaît déjà. Je pense notamment au BRCA pour le cancer du sein. Donc ça, c'est pas forcément lié à l'IA d'ailleurs. Par contre, pour de l'analyse de scanner et ensuite de la prédiction typiquement de risque de cancer à 5 ans, oui, je pense que ça va arriver. Tel cancer, telle année, ça sera possible? C'est pas impossible que ça arrive. Je pense que ça va être compliqué à valider, de montrer que c'est vraiment efficace. Et il y a un deuxième problème, c'est que si l'algorithme se trompe, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, est-ce que si il vous prédit que vous avez un cancer, que vous allez avoir un cancer, qu'on fait une intervention de prévention et que vous n'avez pas le cancer finalement, est-ce que c'est l'algorithme qui s'est trompé ou est-ce que c'est grâce à l'intervention que vous avez faite que vous avez évité le risque? C'est là qu'il va falloir intervenir, les limites éthiques. À qui vont appartenir les données de santé? C'est ça la grande question aussi. Alors c'est une des questions. C'est pas tout à fait tranché. Potentiellement, ça pourrait être considéré comme des dérivés du corps humain, comme les gamètes, etc. Il y a beaucoup de débats. Est-ce que ça appartient aux hôpitaux qui les ont générés? Est-ce que ça appartient aux patients? Est-ce que ça appartient à d'autres encore personnes? Le débat n'est pas tout à fait tranché. En tout cas, elles sont très très protégées en France, on l'a dit avec le RGPD. Et si demain, à partir de ce qu'on pourra dire d'un individu sur sa probabilité d'avoir un cancer à tel moment, un assureur, un employeur vous dirait non, je ne vous prends pas parce que vous avez tant de chances d'avoir un cancer? Alors ça, pour le coup, c'est déjà interdit dans l'AI Act, le fait de faire du profilage dans le but de refuser une assurance ou des crédits ou que sais-je. Mais clairement, on pourrait se rapprocher des débats qu'on avait déjà au moment de l'arrivée de la génomique. Et je pense notamment à un film qui s'appelle Gattaca, où en fait, on profile les gens et puis finalement ils sont classifiés, puis ils ne peuvent plus jamais bouger de ces classifications, même s'ils ont des aspirations et des talents. Je pense qu'il faut éviter ça. Mais l'autre côté, c'est que si on a la capacité de prédire que vous allez avoir une maladie et de vous empêcher d'avoir cette maladie-là, c'est aussi intéressant. Donc les choses sont loin d'être évidentes. Oui, je voudrais vous faire entendre Larry Ellison. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, multimilliardaire américain, fondateur d'Oracle, la fameuse entreprise de data center qui gère des bases de données, dont celle du futur Stargate. Voilà ce qu'il dit sur le cancer. Lorsque nous aurons séquencé les gènes d'une tumeur cancéreuse, nous pourrons alors vacciner la personne. Nous pourrons concevoir un vaccin pour chaque personne afin de la vacciner contre son cancer. Et vous pourrez fabriquer ce vaccin ARN, vous pourrez le fabriquer de manière robotisée en utilisant l'IA en 48 heures environ. C'est la promesse de l'IA et une promesse pour l'avenir. Un vaccin ARN personnalisé contre le cancer? Oui, j'en parle dans le livre d'ailleurs, c'est un des chapitres. C'est une des possibilités offertes par l'IA, mais en réalité, ce n'est pas l'IA qui a rendu vraiment possible totalement ça. C'est un concept qu'on recherche déjà depuis pas mal de temps. L'idée, c'est au lieu de faire une chimiothérapie qui serait très générique, ça serait pour le coup de vraiment faire un vaccin qui est très 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 spécifique de la tumeur, parce que vous devez savoir qu'un cancer d'une personne est très 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 différent du cancer d'une autre personne. C'est vertigineux, on s'en rend compte, et c'est tant mieux d'une certaine façon parce qu'on a l'impression qu'il y a énormément de progrès médicaux. La relation du médecin au patient, elle va complètement changer, il va falloir former les médecins. L'IA pourra remplacer le médecin? Alors ça, je reviens sur la question tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse lorsqu'on montrera qu'un humain avec une IA fait moins bien qu'une IA seule? Ça va être compliqué parce qu'il y a aussi une notion de responsabilité médicale. Si vous avez un outil qui est connu pour donner des bons résultats, vous êtes aussi, normalement, censé vous servir de cet outil-là et potentiellement même vous effacer.
Donc je n'ai pas la réponse à cette question-là, mais clairement la relation entre le médecin et son patient va être totalement changée. On a d'ailleurs pas mal de patients qui y arrivent avec des résultats type ChatGPT, et c'est souvent d'assez bons résultats. Il y a des anecdotes, notamment aux États-Unis, sur ChatGPT qui fait des diagnostics de maladies rares, des gens qui étaient en errance thérapeutique et diagnostique depuis des années et qui ont été diagnostiqués par ChatGPT, entre guillemets. Donc il y a des choses assez extraordinaires qui vont se passer. C'est la fin des déserts médicaux aussi, avec l'IA. Alors, le problème de l'IA, c'est que c'est pour l'instant totalement textuel. Alors évidemment, ça ne peut pas remplacer la relation médecin-patient. Lorsqu'on aura des choses plus physiques, oui, peut-être que ce sera une certaine réponse aux déserts médicaux, mais ça me permet de dire une chose. Pour terminer, qui est très importante, c'est que on a l'opportunité avec l'IA de faire de la meilleure médecine. Je ne crois pas qu'il faille avoir en tête de chercher à faire simplement de la médecine aussi bonne en remplaçant les professionnels de santé par de l'IA. Je pense qu'il faut continuer à former des professionnels de santé, peut-être même en former plus pour en fait faire mieux qu'avant. Je veux dire, il y a beaucoup de questions qui me sont posées en régie parce que c'est passionnant ce que vous nous dites et on veut savoir si oui ou non on ira au bout du cancer, on arrivera à guérir du cancer. Alors on n'a jamais grâce à l'IA ou pas? Alors, ce ne sera pas que grâce à l'IA. Je pense que la HAS a donné un avis là-dessus en 2023. Exactement. On peut être très content qu'il y ait l'IA, mais l'IA ne va pas faire toute la recherche médicale. Il y a beaucoup de recherches qui n'ont rien à voir avec l'IA. Et qui reste humaine. Voilà, et qui peut être accélérée par l'IA, mais qui doit rester la recherche fondamentale. Donc on guérira grâce à l'homme du cancer, selon vous, professeur? À mon avis, grâce à un arsenal dont peut-être l'IA sera le chef d'orchestre, mais ce ne sera pas la seule réponse. Merci infiniment, c'est passionnant de vous écouter. Je renvoie à la lecture de votre livre, Jean-Emmanuel Bibaud, Cancer confidentiel. C'est un parcours, l'odyssée historique du cancer jusqu'à l'IA aujourd'hui. Et c'est à lire aux éditions Les Équateurs. Merci à vous. Allez, on va terminer, c'est vendredi avec la séance de rattrapage, le décryptage de la semaine à l'Assemblée. On accueille tout de suite nos chroniqueurs. Une séance de rattrapage avec les excellents David Revaud-Dallon, rédacteur en chef de la revue L'Hémicycle, dont voici, je le montre, le dernier numéro sur la parité à l'Assemblée. On n'y est toujours pas. Jean-Baptiste Daoulas du service politique de Libération. Bonsoir Jean-Baptiste. Et Stéphanie Despierres d'LCP. Bonsoir. On commence par François Bayrou. Voici ce qu'a dit le Premier ministre ce matin sur le droit du sol chez nos confrères d'RMC. Moi, je crois que ce débat public est trop étroit et qu'il faut un débat public approfondi et beaucoup plus large que ça. Vous voyez bien ce qui fermente depuis des années. Ce qui fermente, c'est qu'est-ce que c'est qu'être français ? Qu'est-ce que ça donne comme droit ? Qu'est-ce que ça impose comme devoir ? Alors, qui va nous décrypter le François Bayrou de ce matin ? Que veut le Premier ministre ? Intéressant David. Parce que, vous savez, il avait déjà fait une sortie sur la submersion migratoire qui lui avait valu quelques soucis et inquiétudes par rapport à la non-censure du PS. On n'était pas passé loin de la correctionnelle. On se demandait si c'était une erreur, une bourde, quelque chose de calculé. Bon, il semble très clairement que là, François Bayrou, il est dans une offensive de charme, si j'ose dire. Si j'ajoute à ça l'offensive parallèle est beaucoup plus puissante du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, sur ce terrain-là, ça veut bien dire qu'il y a un sujet qu'à l'évidence, le Premier ministre cherche à défricher, travailler, notamment en termes d'opinion. Vous êtes dubitatif, Jean-Baptiste ? Oui, je suis assez en désaccord au niveau de l'interprétation. En fait, quand on écoute l'ensemble de la séquence, on a l'impression que François Bayrou, il improvise complètement. Parce que quand les journalistes lui disent « Bon alors, ce débat, monsieur le Premier ministre, ça va ressembler à quoi ?» Il leur dit « Oh il faut réfléchir à la manière dont le débat va se développer. » Donc ça veut dire que lui-même n'a pas le début du commencement de réponse à votre question, Myriam. Et donc c'est quoi ? C'est improvisé, style Bayrou ? On voit le style Bayrou, encore une fois, à l'œuvre. C'est-à-dire que François Bayrou, il improvise, il dit ce qu'il pense. Mais c'est ultra politique de parler d'un débat sur qu'est-ce qu'être français. On repense à Nicolas Sarkozy et l'identité nationale. Il y a eu des propos du ministre de l'Intérieur la veille, hier soir à l'Assemblée, à la sortie d'un débat sur le droit du sol à Mayotte, où Gérald Darmanin a dit « Le débat public doit s'ouvrir sur le droit du sol dans notre pays ». Et en fait, c'est aussi pour ça qu'on interroge François Bayrou sur ce sujet-là ce matin. Et en effet, la réponse n'est pas très très claire. Non, mais que François Bayrou soit un petit peu au fil de l'eau, et je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'il n'y a pas forcément de plan préparé. En revanche, ce qui est très clair, c'est qu'il
ne désavoue ni son ministre de l'Intérieur, ni son ministre de la Justice, et qu'à l'évidence, il sait, et d'ailleurs il en a fait mention à la fois dans sa déclaration de politique générale et dans sa fameuse intervention à la télévision qui avait fait tant de bruit sur la submersion migratoire, il sait qu'il y a là un sujet dans l'opinion, d'ailleurs ça a été validé par les sondages, et donc évidemment, il s'y engouffre. Alors je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il n'y a pas forcément un dispositif très stratégiquement préparé, mais en tout cas, il suit ces deux ministres qui sont en pointe sur ce sujet. Donc il suit ces deux ministres, et puis il y a un tweet qui a surpris aussi, on aurait pu croire à un tollé à gauche. Olivier Faure, le patron des socialistes, dit que le sujet n'est pas tabou. Comment vous comprenez ça? Moi, je le comprends en fait comme le fait que Olivier Faure s'engouffre dans le flou de la pensée de François Bayrou. C'est-à-dire que quand vous ouvrez un débat aussi large que ça, vous pouvez très bien finalement se mettre d'accord sur le fait qu'être français, c'est peut-être être très heureux d'avoir des origines extrêmement diverses, croire à la laïcité, croire à l'universalisme, et que ce n'est pas du tout les obsessions identitaires d'un Bruno Retailleau ou encore plus de l'extrême droite. Ce qui est plus gênant finalement, c'est le flou des termes de François Bayrou. Quand il parle de submersion migratoire, par exemple, comme il le disait, un sentiment de submersion migratoire, pour être tout à fait précis, on ne sait pas ce que ça revêt derrière. On sait que c'est un terme qui est validé par l'extrême droite, qui est utilisé par une partie de la droite également. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on ne reconduit pas suffisamment à la frontière les personnes étrangères qui sont soumises à une OQTF, une obligation de quitter le territoire? Est-ce que c'est ça que ça veut dire, la submersion migratoire? Ou est-ce que c'est simplement que il y a trop de Noirs et d'Arabes dans le pays, en fait, et que finalement c'est validé un sentiment de racisme tout à fait condamnable de certains Français? On ne sait pas. En fait, le concept, il est extrêmement flou. En tout cas, ça va encore creuser le divorce entre les insoumis et les socialistes, ce débat. Oui, pour le coup, c'est moi, à mon tour, de n'être pas d'accord avec Jean-Baptiste Daoulas. Moi, je pense que le premier secrétaire du Parti socialiste, il s'engouffre au contraire dans une brèche, un trou noir, un angle mort de la gauche depuis des années et des décennies. L'immigration. Alors, l'immigration, les questions régaliennes, la sécurité en général, mais là précisément l'immigration, il y a déjà plusieurs personnalités qui s'étaient affrontées un petit peu au sujet. Je pense à Manuel Valls, Ségolène Royal, ce qu'on avait autrefois qualifié comme la droite du Parti socialiste. Mais aujourd'hui, ça me semble tout à fait normal, vu la vraie inquiétude et la vraie préoccupation de l'opinion et la réalité de certains problèmes d'intégration dans certains quartiers. Ça me semble tout à fait normal que le chef du Parti socialiste l'évoque, et d'autant plus que c'est dans vous avez remarqué, une lutte aussi, une compétition avec les insoumis qui, eux, ont accusé précisément, je crois qu'on va en parler, les socialistes d'être de mèche avec le Rassemblement national. En tout cas, pour l'instant, il est plutôt validé dans sa stratégie par les Français dans l'opinion. Je voudrais qu'on parle de ce qui s'est passé hier dans l'hémicycle toute la journée. Stéphanie Despierre, François Bayrou. Il a dû assister à ce spectacle d'un vrai chaos à l'Assemblée. Oui, alors c'était ce qu'on appelle la niche parlementaire de la droite républicaine qui voulait changer les règles du droit du sol à Mayotte. Donc c'est un débat, ça a duré toute la journée. Le matin, ça a été un débat de fond. Et l'après-midi, alors là, ça a dégénéré parce que c'était très tendu. La gauche a rajouté plein d'amendements à l'heure du déjeuner pour éviter qu'on arrive au bout de la discussion sur ce sujet-là. Parce que dans la niche parlementaire, à minuit, c'est fini. Voilà, à minuit, c'est fini. Donc ils ont tenté de ralentir les débats. Ils ont fait, on voit Mathilde Panot qui brandit le règlement de l'Assemblée nationale. Ils ont fait plein de rappels au règlement pour tenter d'empêcher d'aller au bout et d'aller au vote parce qu'ils savaient que sur cette question-là, l'Assemblée nationale allait probablement valider cette restriction du droit du sol à Mayotte et c'est ça qu'on a eu. Oui, et d'ailleurs avec un amendement qui a été adopté, Ciotti, un peu par mégarde. Oui, l'idée c'était par mégarde, il y a eu une espèce de confusion, mais ça illustre très bien la confusion générale où en fait plus personne ne comprenait ce qui avait été voté. Le ministre de la Justice était obligé de dire « Attendez, alors je suis pas d'accord, mais on verra quand ça reviendra du Sénat, je vous promets de corriger ». Franchement, plus personne ne comprenait rien. Un amendement qui demandait à ce que les deux parents de l'enfant né à Mayotte soient sur le sol pendant un amendement 3 ans de 3 ans, voilà, au lieu d'1 an. Alors que le texte initial, et le gouvernement a dit qu'il y reviendrait, c'était seulement 1 an. Bayrou, quand même, quelle semaine, David. Il a réussi son pari. Il a évité la censure. La France a enfin un budget. Ah oui, mais à quel prix? À quel prix pour les finances publiques, pour le déficit, pour la dette, c'est évident. Alors, c'est vrai que par rapport à Michel Barnier qui avait essuyé les plâtres, il s'en est sorti, il est encore vivant. Je pense qu'on en parlait, il s'est donné quelques semaines, voire quelques mois d'oxygène. Il va y avoir d'autres occasions de censure. C'est quand même c'est pas gagné. C'est habile de sa part d'avoir réussi cette première étape de l'Himalaya. À court terme, évidemment, la première étape de l'Himalaya, il a installé le camp de base, comme on dit en alpinisme. Simplement, à quel prix? Au prix d'énormes concessions qui fait qu'au mieux, on réduira le budget à 5,4 et le déficit budgétaire à 5,4% du PIB et vraisemblablement moins. Donc, à l'évidence, ce n'est pas assez pour une trajectoire de retour
retour aux 3% qui est prévu pour 2029. Et puis surtout, c'est extrêmement fragile. On le voit, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Le Parti socialiste, qui n'a pas censuré, pourrait très bien décider de le faire lors des prochaines occasions. Je pense notamment à la réforme des retraites. Et puis le Rassemblement national est toujours en embuscade. Et il y a beaucoup de voix au Rassemblement national qui estimaient qu'il fallait censurer. Il y a une vraie discussion, pour ne pas dire une vraie division au sein du RN, et certaines personnalités du RN, et non des moindres. C'est vrai que c'est la présidente du groupe, Marine Le Pen, qui décide, mais des personnalités comme Sébastien Chenu, Jean-Philippe Tanguy étaient totalement pour censurer et le sont toujours. Donc le match est loin d'être terminé. Oui, il est en sursis. Tout est encore possible dans cette Assemblée nationale. Vous voyez un paradoxe Bayrou, Jean-Baptiste? En fait, il y a un paradoxe dans le sens où les soutiens de François Bayrou à l'Assemblée nous décrivent quand même quelqu'un souvent qui n'est pas au niveau, c'est-à-dire qui est brouillon, qui n'est pas clair. D'ailleurs, on le voyait encore sur l'immigration il y a quelques minutes. Et en même temps, il a une baraka incroyable, parce qu'il arrive pile au moment où les socialistes ne veulent plus censurer le gouvernement comme ils voulaient censurer par principe Michel Barnier, ce qui fait que si François Bayrou est arrivé en premier, il aurait sans doute fini exactement comme Michel Barnier. Ce n'était pas un problème de personne, c'était un problème de principe. Il arrive juste en deuxième et c'est le bon moment. Ça n'est que de la chance. Il n'y a pas un peu de talent quand même? En tout cas, quand on regarde les études d'opinion, c'est quand même assez intéressant. François Bayrou, à titre personnel, il est environ 10 points en dessous de Michel Barnier ou Gabriel Attal avant lui. C'est-à-dire qu'à titre personnel, il est assez impopulaire. En revanche, ce qu'il sauve, c'est que désormais, les Français sont majoritairement contre la censure, alors qu'à l'époque de Michel Barnier, qui était plus populaire que Bayrou aujourd'hui, les Français étaient pour la censure. En fait, c'est aussi simple que ça, François Bayrou est au bon moment. Oui, il arrive au bon moment. David? C'est vrai, mais vous êtes un petit peu dur dans la mesure où, par rapport à Michel Barnier, il y a quand même une vraie différence de stratégie. C'est que Michel Barnier, il s'était tourné sur sa droite, il s'était tourné vers le RN, en choisissant de confier son destin à Marine Le Pen, de le mettre entre les mains de Marine Le Pen, laquelle a décidé à un moment de baisser le pouce et à sceller son sort. Là, il a cherché quand même un accord avec les socialistes. Vous avez raison de dire qu'ils ont changé de position, puisque le premier coup, c'était censure obligatoire et directe, et là, c'était moins le cas. Mais il y a quand même eu ce petit changement de stratégie. Après, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a beaucoup de chance et de baraka, ça, c'est une évidence. Disons, François Bayrou, il arrive aussi à un moment où, en effet, les premières solutions ont été épuisées et que la deuxième censure, elle a un coût politique bien plus fort. Et c'est pour ça que les socialistes hésitent. Et comme il y a déjà une censure... Il a quand même donné les retraites, redonné la balle aux syndicats. Tout ça, c'est du Bayrou. Je ne suis pas partie prenante de ce décryptage. Il est arrivé au camp de base. Donc, notre Premier ministre reste le plus dur. Le premier col, écoutez. J'ai utilisé l'image de l'Himalaya, chaîne de montagnes de 2000 km sur laquelle il y a 8, si je ne me trompe pas, sommets de plus de 8000 mètres. Et il y a des crevasses, vous avez raison, monsieur le député. Alors Stéphanie Despierres, racontez-nous, le montagnard, qu'a-t-il devant lui? Quelle est la suite? Des crevasses, on aura compris. Pas 8 sommets, mais en fait, il y en a 10, des sommets de plus de 8000 dans l'Himalaya. Et pour l'instant, on ne sait pas très bien ce qu'il va y avoir au menu du Parlement. Il y a la loi agricole qui est en débat au Sénat, qui va revenir à l'Assemblée, mais qui était déjà dans les tuyaux. On sait qu'on attend un projet de loi sur un Mayotte. Il y a des propositions là, mais en fait, ça va être compliqué pour François Bayrou. Il a passé le budget le plus dur, mais maintenant, est-ce qu'on ne va pas avoir de l'immobilisme? Parce qu'on l'a vu, l'Assemblée est très éclatée, tout est très éruptif. Comment il va pouvoir faire passer des projets de loi d'envergure dans les prochaines semaines? La question se pose. On parle même de gouverner à coup de propositions de loi. Quand on voit ce qui s'est passé hier, ça va être compliqué. Quelles sont les grandes réformes? Est-ce qu'il va gérer l'immobilisme? Les grandes réformes, on oublie. D'ailleurs, François Bayrou a été extrêmement vexé d'un propos d'Édouard Philippe il y a quelques semaines, disant que rien de décisif ne serait fait pendant 2 ans. Ça pique là où ça fait mal, mais c'est vrai, il n'y a aucun grand texte un peu polémique qui peut passer, parce que plus vous avez d'articles dans un projet de loi, plus vous pouvez perdre des votes au fil de l'eau, avec une partie de l'hémicycle qui est avec vous, puis ensuite qui n'est plus avec vous. Un grand texte, ça ressemble à un Frankenstein à la fin, parce que personne ne peut être assez d'accord pour avoir un texte cohérent. Le gouvernement n'a pas de pouvoir pour imposer une version cohérente. Donc vous pouvez faire que petite mesure par petite mesure, en espérant avoir soit avec vous le Front National, soit la gauche. En fait, il n'y a pas tellement d'autres... D'un mot, pour terminer rapidement, le grand rendez-vous quand même majeur politique de vérité, ce sera les retraites. Bien sûr. S'il arrive jusque-là. S'il arrive jusque-là, et pour l'instant, c'est un peu monsieur bricolage. François Bayrou, il plante un clou ici, il visse une vis par là. Le budget le monte, c'est quand même un budget de bricolage. Donc pas de grandes réformes, parce que par définition, les grandes réformes, elles sont
polémiques, elles devraient être courageuses, et donc elles sont heurtantes pour l'opinion. Et donc dans ce contexte, c'est un peu, pardonnez-moi cette deuxième image cinématographique, c'est un peu mission impossible. Merci, c'était féroce nos chroniqueurs cette semaine et c'est pour ça qu'on les aime. Merci les amis, c'est le week-end, profitez bien, à la semaine prochaine.